voisin n'est pas fâché. C'est presque pire. Il se tient près de la clôture, une tasse à la main, et regarde l'eau quitter notre jardin avec le calme d'un huissier. Le jet n'est pas énorme. Il est seulement assez mal orienté pour offrir une petite partie de l'arrosage à une bande de gravier qui ne nous appartient pas. L'eau a beaucoup de qualité, mais le respect cadastral n'en fait pas partie. On pourrait s'excuser et tourner la tête ailleurs. Le jardin, lui, préfère que l'on regarde. Cet épisode parle d'évapotranspiration au jardin, un mot long pour une réalité très simple. L'eau quitte le sol et les plantes par évaporation et transpiration, surtout quand le soleil, le vent et la chaleur s'en mêlent. Si en plus on arrose l'air, la clôture et les chaussures du voisin, le bilan devient franchement créatif. La scène se passe au bord du potager, là où une petite rampe de pulvérisation devait aider les jeunes plants. Sur le plan, la limite était nette. Dans l'air, les gouttelettes voyagent. Le vent du matin les pousse de quelques centimètres, puis de quelques autres. Une partie tombe sur la bordure, une autre s'évapore avant même de rendre service. Une dernière passe la clôture avec une assurance diplomatique. On coupe l'eau et l'on fait ce que personne n'aime faire devant un témoin. On recommence plus lentement. Durée courte, angle plus bas, observation depuis le côté du voisinage. Ce que l'on ne voit pas depuis le robinet devient évident depuis la limite. L'arrosage du jardin doit être jugé depuis l'endroit où l'eau finit, pas seulement depuis l'endroit où elle commence. Le voisin dit simplement que le gravier est très propre. C'est une phrase polie, donc dangereuse. On répond par un rire un peu sec, puis on ajuste. La cible n'est pas de garder l'eau par orgueil, mais de la donner aux racines. Comment arroser les plantes près d'une frontière demande moins de puissance et plus de précision. Le pied de la plante est souvent plus intéressant que le grand geste circulaire qui satisfait l'œil humain. On compare alors deux méthodes. Pulvériser au-dessus donne une image visible, presque rassurante. Arroser au pied semble plus lent, moins spectaculaire, mais beaucoup moins social. Dans les zones sensibles, près d'une clôture ou d'un chemin, le goutte à goutte, le tuyau poreux ou une ligne basse peuvent limiter les départs inutiles. Ce n'est pas une promesse de perfection, c'est une façon de réduire les occasions de voir son eau partir visiter. Le paillage du jardin entre aussi dans l'histoire. Sur une bande nue, le soleil tire l'humidité très vite. Le vent aide, le sol chauffe. Une surface couverte garde mieux la fraîcheur et réduit le besoin de revenir avec un jet plus agressif. Le paillage ne remplace pas l'arrosage, mais il baisse le volume de panique. Et dans un jardin partagé par des clôtures, moins de panique est déjà une forme de diplomatie. On parle ensuite des restrictions d'eau au jardin, avec prudence. Les règles locales peuvent changer selon la commune, la saison, le niveau de sécheresse ou les arrêtés en vigueur. Avant publication ou tournage d'un conseil concret, il faut vérifier les règles du moment. Ici, on ne donne pas de conclusion juridique. On garde seulement un principe sûr, arroser juste, éviter le gaspillage visible et adapter ses gestes au contexte réel. La récupération d'eau de pluie apparaît comme une autre pièce du puzzle. Une cuve peut aider certains arrosages selon son niveau, son installation et la pression disponible. Mais l'eau de pluie n'est pas une permission de mal viser. Un récupérateur plein peut se vider très vite si l'on arrose la clôture, le gravier et l'air du matin. La réserve la plus écologique du monde reste finie quand le jardinier se prend pour une fontaine. On ne revendique aucun fait produit dans cette séquence. Si un programmateur apparaît en arrière-plan, il n'est qu'un accessoire de scénario. Le problème du jour n'est pas un bouton, une application ou une marque. Le problème est l'endroit où finit l'eau. Tant que cette question n'est pas réglée, n'importe quel outil risque seulement de répéter l'erreur avec plus de ponctualité. On trace donc une bande de sécurité le long de la clôture. Pas d'arrosage haut dans cette zone par vent visible. Pas de durée longue sans surveillance au premier test. Vérification depuis l'autre côté quand c'est possible. Paillage renforcé au pied. Geste bas, lent, proche des racines. Ces règles sont moins excitantes qu'un nouveau matériel. Mais elles ont un avantage. Le voisin les comprend sans mode d'emploi. L'évapotranspiration au jardin devient soudain moins théorique. On la voit dans la surface nue qui blanchit.
On la sent dans le vent qui déplace les gouttes. On l'entend dans le commentaire poli du voisin. L'eau perdue n'est pas seulement celle qui ruisselle, c'est aussi celle qui part trop haut, trop finement, trop loin, trop tard dans la journée. Arroser juste, c'est souvent réduire le spectacle. Après correction, le test est presque décevant. L'eau reste basse. Elle mouille moins de feuilles. Elle ne franchit plus la limite. Le voisin regarde, cherche une blague, n'en trouve pas tout de suite. C'est une victoire discrète. Les jeunes plants reçoivent leur part. Le gravier redevient sec. La clôture cesse d'être un instrument de mesure involontaire. On ajoute un deuxième point de vue, celui du sol juste avant. À cet endroit, l'eau ne doit pas seulement rester dans le jardin, elle doit rester utile. Si elle tombe sur une bande compactée, elle ruisselle vers la limite. Si elle tombe sur un sol nu chauffé par le soleil, elle disparaît vite. Si elle arrive au pied d'une plante paillée, elle a une chance de servir. La frontière n'est donc pas seulement une ligne sociale, c'est une zone technique qui demande plus de précision que le milieu du potager. Le voisin aide malgré lui à améliorer le protocole. On place un petit récipient temporaire près de la limite pendant le test. Non pour faire de la science officielle, mais pour voir si des gouttes sortent de la zone utile. On observe aussi les feuilles, si elles brillent toutes alors que le sol reste sec, l'eau travaille mal. Si le jet forme une brume dans le vent, il nourrit surtout l'air. Les images sont jolies, mais les racines ont des goûts moins artistiques. On corrige ensuite la durée. Près d'une frontière, un test long au premier essai est une invitation au malentendu. Mieux vaut ouvrir peu, vérifier, déplacer, puis recommencer. Le voisin n'a pas besoin d'assister à toutes les versions de notre apprentissage, et le jardin non plus ne gagne rien à recevoir trop d'eau pendant que l'on cherche le bon angle. La prudence n'est pas de la timidité, c'est une manière de garder l'eau dans la conversation utile. Cette scène rappelle enfin que le jardin n'est pas isolé. Un arrosage trop haut peut mouiller un passage, salir une clôture, toucher une haie commune ou envoyer de l'eau là où elle n'est pas souhaitée. Même sans conflit, cela compte. Arroser juste, c'est aussi jardiner avec le voisinage en tête. Le but n'est pas de se faire petit. Le but est que l'eau fasse son travail sans demander aux autres de participer. On ajoute un geste de courtoisie très concret. Prévenir avant un test visible près de la limite. Pas un discours, seulement une phrase. On règle l'arrosage. Dites-moi si vous voyez encore de l'eau passer. Le voisin devient alors un point d'observation, pas un juge silencieux. Cela ne transforme pas son avis en preuve produit ou en témoignage client. Cela rappelle seulement qu'un jardin a des bords habités. La bordure reçoit ensuite une correction physique. Un petit bourrelet de terre, un paillage plus stable, une ligne plus basse, parfois le déplacement d'un plan trop proche de la limite. On ne corrige pas tout avec un réglage de durée. Certains problèmes d'eau sont des problèmes de forme. La terre, quand elle est bien préparée, retient mieux la conversation que l'air. Le soir, on vérifie la bordure sans eau. La terre au pied des plants reste-t-elle humide? La surface près de la clôture sèche-t-elle plus vite? Le paillage a-t-il glissé? Ces questions sans robinet sont importantes parce qu'elles séparent le réglage du moment de la tenue du sol. Si tout dépend d'une ouverture parfaite, le système est fragile. Si la terre aide à retenir l'eau, la frontière devient moins nerveuse. Le soir, on note une phrase dans le carnet. L'eau ne connaît pas la propriété. Demain, le conflit changera de forme. Ce ne sera plus le voisin qui regardera l'eau partir, mais la famille qui entendra le robinet s'ouvrir trop souvent. Et si l'on veut vraiment baisser le ton, il faudra regarder la surface du sol. Le pays, pour une fois, aura quelque chose à dire.